Bonjour à tous. Eh bien, c'est un plaisir de lancer ce premier webinaire en ce début d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux à tous et qui dit meilleurs vœux dit début d'année et dit finalement loi de finances et loi de financement de sécurité sociale. Et c'est un rendez-vous que nous avons habituellement, sauf que compte tenu des conditions évidemment sanitaires que vous connaissez, cette pandémie, eh bien, nous organisons un webinaire à distance, à défaut de pouvoir se rencontrer physiquement. Voilà. Alors, je suis Charles-René Tandé, expert comptable associé du cabinet Cogest, et à mes côtés, deux juristes qui ont préparé cette animation. Hassana El Mohaouzine, qui est juriste en droit social à Cogest, qui nous a rejoint il y a quelques mois, et Dominique Chiclin, notre juriste en droit des affaires, qui est là depuis un certain temps et que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent. Voilà, donc nous allons traiter ce matin de ces sujets d'actualité. N'hésitez pas à poser des questions, bien évidemment. J'espère que la technique va fonctionner. J'ai à mes côtés aussi Maxime Ducap, notre web manager, community manager, tout ce qui est communication, voilà, qui me demande est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez bien? Voilà, donc Maxime, est-ce qu'on peut commencer? Ça tourne, dans ces cas-là, On peut commencer. On peut commencer. Donc, je vais passer la parole à Hassana pour la partie plutôt sociale. À vous, Hassana. Alors, merci Monsieur Tandé, bonjour à tous. Je vous souhaite également une excellente année 2021. Effectivement, moi je viens de rejoindre le cabinet Cogest au mois de décembre 2020 et c'est avec plaisir que j'ai pu, avec ma collègue, initier ce premier webinaire que nous souhaitons renouveler de façon périodique, car je pense que notamment en cette période de crise sanitaire, il est important de communiquer sur ces sujets qui peuvent paraître de premier abord assez compliqués à saisir et à comprendre. Effectivement, on sait très bien que nous, en France, effectivement, on est le pays qui a accordé le plus d'aide et le plus de soutien aux employeurs comme aux salariés. Mais pour s'y retrouver et savoir de quoi quelles aides on peut bénéficier, c'est assez compliqué. Donc, sans surprise, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 consacre une grande partie de ces mesures aux aides, au soutien aux employeurs liés à la situation liée au Covid. Donc, on va commencer par la première mesure d'aide de soutien. La première mesure d'aide de soutien aux employeurs est l'aide qui concerne l'exonération des cotisations patronales Covid-2, puisque cette aide d'exonération de cotisation patronale existait. Il y avait une première aide déjà mise en place en 2020, et donc c'est une aide Covid-2 qui reprend quasiment à l'identique le même dispositif, qui fonctionne de la même façon. Donc, qui peut en bénéficier? Les employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs particulièrement touchés par la crise, qui sont dits secteur 1 et secteur 1 bis, et les employeurs de moins de 50 salariés sous certaines conditions. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, il y a deux conditions cumulatives à remplir. Une première condition qui tient à l'activité principale. Donc, comme je l'ai dit, il faut relever des secteurs particulièrement touchés par la crise, qui sont les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel. Et on a des secteurs et d'autres secteurs, mais qui dépendent directement de ces premiers secteurs. La condition numéro 2 que vous voyez à l'écran,
c'est qu'il faut, en plus de relever de ce secteur, il faut justifier d'un impact économique important lié à la crise sanitaire. Et pour apprécier cet impact économique, il faut avoir été touché par une mesure d'interdiction d'accueil du public. Attention, il ne suffit pas d'avoir été, de ne pas accueillir le public, puisque si votre entreprise a pu mettre en place le click and collect ou un service de vente à emporter ou de livraison, effectivement, cette première condition n'est pas remplie. Alors, dans ce cas-là, vous basculez sur la deuxième condition qui est la baisse de chiffre d'affaires. Et là, il faut justifier d'au moins 50% du chiffre d'affaires apprécié par rapport à la même période de l'année précédente. Aucune condition liée à l'interdiction d'accueil n'est posée dans ce cas. Donc, dès lors que vous avez 50% de chiffre d'affaires en moins par rapport à la période précédente, vous pouvez bénéficier à cette mesure d'exonération patronale. Et un décret paraîtra prochainement pour les secteurs qui sont soumis à une saisonnalité. Je pense particulièrement peut-être à tout ce qui est le secteur de la brasserie, qui fonctionne par saison, et peut-être que la période d'emploi fin d'année n'est pas forcément celle visée par les textes. Ensuite, pour les employeurs de moins de 50 salariés, donc si on est dans un secteur différent de ceux précités, donc c'est-à-dire les secteurs particulièrement touchés par la crise, c'est notamment les secteurs dits non essentiels. Le gouvernement a mis en place effectivement cette mesure et intégré ce type d'activité pour justement soutenir les secteurs dits non essentiels qui ont quand même été affectés lors du deuxième confinement. Et donc là-dessus, ils ne doivent, pour bénéficier de l'exonération, on ne doit finalement n'apprécier que l'interdiction d'accueil au public et pas la baisse de chiffre d'affaires de 50%. Donc dès lors que vous n'avez pas accueilli le public, vous êtes dans un secteur dit non essentiel, vous pouvez bénéficier de l'exonération. Si vous êtes un employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés et que vous faites partie des secteurs particulièrement touchés par la crise, donc restauration, hôtellerie, etc., vous retombez sur les mêmes conditions que précédemment énoncées, c'est-à-dire faire partie du secteur et avoir un impact économique important. Petite précision, effectivement, il n'y aura pas d'exonération pour les entreprises qui ont été condamnées pour travail dissimulé au cours des 5 dernières années. Alors, quelles sont les cotisations concernées? Donc, c'est toutes les cotisations patronales, sauf les cotisations patronales au régime de retraite complémentaire légalement obligatoire. Alors, petite précision là-dessus, qu'est-ce qu'on doit entendre par régime de retraite complémentaire? Il faut entendre que c'est également les cotisations patronales d'assurance sociale, maladie, maternité, invalidité, allocation familiale et dans une certaine limite, accident du travail. Donc, ces cotisations-là ne sont pas concernées par l'exonération, l'aide par l'exonération. Hein? S'il y a des questions, n'hésitez pas à me faire part parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est très, très, très compliqué. Comme vous le voyez, pour bénéficier de ces aides, il faut vraiment remplir des conditions qui ne sont pas toujours très, très lisibles pour le grand public. On peut aussi inviter les participants à nous envoyer les invitations par chat, on y répondra. Voilà. N'hésitez pas, envoyez vos questions par le chat, effectivement, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, quels sont les salariés concernés par ces exonérations? Donc, c'est tous les salariés dont les employeurs sont obligatoirement soumis au régime UNEDIC d'assurance chômage et donc, de ce fait, sont exclus les salariés des particuliers employeurs et les salariés des employeurs relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale. Je vous en ai mis quelques-uns. Je pense que du coup, personne n'est concerné par ces exceptions.
Ensuite, quelle est la durée maximale de cette exonération Covid, dite Covid-2? Donc, c'est une exonération d'une durée maximale de 3 mois qui peut être, le texte précise qu'elle peut être éventuellement prolongée et elle couvre les périodes d'emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020. Alors, la période d'emploi que je viens de citer, donc du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2020, c'est vraiment la période maximale. Le texte prévoit des modulations de cette période d'emploi selon que l'entreprise a été touchée ou pas par les couvre-feux localisés qui ont été mis en place avant le second confinement. Donc, par exemple, un restaurant situé à Marseille pourra bénéficier du coup de l'exonération de cotisation patronale pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Idem pour les secteurs S1 bis, c'est-à-dire c'est les secteurs qui sont rattachés aux secteurs particulièrement touchés par la crise. C'est la même période d'emploi, donc la plus longue, du 1er septembre au 30 novembre 2020. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne font pas partie des secteurs particulièrement touchés par la crise. Donc, c'est les secteurs essentiellement qui sont visés dits non essentiels, eux, et qui ont été fermés. Donc, eux, la période d'emploi concernée, c'est la période allant du 1er octobre au 30 novembre 2020. Donc, comme vous pouvez le constater, la période est plus réduite que les secteurs, du coup, que les entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise. Peut-on cumuler cette nouvelle exonération avec d'autres aides? Oui, effectivement, le texte précise que l'exonération Covid-2 peut se cumuler pour la même période d'emploi avec l'exonération Covid-1. Alors, qui peut bénéficier de cette aide d'exonération Covid-2? Donc, c'est tous les employeurs qui sont éligibles à l'exonération Covid-2. Donc, en fait, là, on passe, si vous voulez, en fait, on passe sur le champ d'une aide. Donc, on n'est plus sur l'exonération de cotisation patronale, c'est une seconde mesure de soutien. C'est une aide au paiement des cotisations salariales. Donc, pour rappel, cette aide existait également en 2020 lors du premier confinement. Et pareil, le dispositif de calcul, etc., ressemble très fortement à cette première aide. Et donc, le montant de cette aide, c'est juste la slide précédente. C'est la slide précédente. Voilà, elle est égale à 20% de la masse salariale. Elle est égale à 20% de la masse salariale ouvrant droit à l'exonération Covid-2 sur les périodes d'emploi qu'on a précisées tout à l'heure, donc du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ou du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Alors, quelles sont les rémunérations prises en compte pour calculer cette assiette de 20% de la masse salariale? C'est toutes les rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale sur les revenus d'activité et les cotisations et les salaires et les rémunérations versées aux salariés ouvrant droit à des réductions de cotisations patronales, exemple réduction Fillon, ce qui signifie que les mandataires sociaux qui ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale ne bénéficient pas d'aide au paiement de ces cotisations, comme on le verra plus tard. Il y a une aide spécifique pour ce public. Quelles sont les rémunérations exclues? C'est l'indemnité d'activité partielle, puisqu'elle est considérée comme un revenu de remplacement qui n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale, les indemnités de stage et les rémunérations versées aux mandataires sociaux, comme je l'ai dit, qui bénéficient d'une aide spécifique. Alors, par contre,
il faut faire très attention à ce point, contrairement à la première aide dont on a parlé et qui porte sur l'exonération de cotisations patronales. Cette aide aux cotisations ne se cumule pas avec l'aide Covid-1. Donc, par exemple, prenons le cas d'une discothèque qui bénéficie encore de l'aide Covid-1 sur une certaine période d'emploi, ne pourra pas cumuler cette aide Covid-2 sur la même période. Donc, voilà on vient au point dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a effectivement une réduction de cotisations sociales pour les mandataires sociaux. Effectivement, les mandataires sociaux dont l'entreprise répond aux conditions d'effectifs et de baisse de chiffre d'affaires et de fermeture énoncées au début de mon intervention pourront bénéficier d'une réduction de cotisations sociales dont le montant sera fixé ultérieurement par voie réglementaire. Donc, on attend un décret. Hop là, pardon. Alors, voilà, je vous ai mis la liste des mandataires sociaux concernés par cette réduction de cotisation sociale. Ensuite, on a une autre mesure d'aide de soutien, toujours liée au Covid. C'est des plans d'appurement spécifiques pour tous les impayés de 2020. Donc, pour rappel, la loi du 30 juillet 2020 a mis en place pour tous les employeurs, même s'ils ne sont pas éligibles à l'aide Covid-1 ou à l'aide d'exonération patronale Covid-1, un plan d'appurement spécifique et des remises automatiques de majoration et des pénalités de retard pour toutes les contributions dues au 30 juin 2020. La loi de sécurité sociale aujourd'hui étend du coup le bénéfice de cette mesure aux cotisations allant jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, la date de mise en place pour bénéficier de ces plans d'appurement. L'URSSAF peut vous proposer ces plans d'appurement au plus tard jusqu'au 31 mars 2020. Donc, c'est un report de cette mesure. Et l'employeur peut prendre l'initiative de demander à bénéficier de ces plans d'appurement au plus tard jusqu'au 30 mars 2021. Juste à signaler que le décalage de ces deux dates, très certainement, c'est une coquille. Je pense que l'employeur a jusqu'au 31 mars, comme l'URSSAF, pour se manifester, pour bénéficier de ces plans d'appurement. Alors, vous trouverez dans le support qui vous sera envoyé, et pour plus de lisibilité, un récapitulatif, une synthèse exhaustive des mécanismes de ces aides avec toutes les conditions à remplir pour en bénéficier. Voilà. Autre précision de la loi de financement de sécurité sociale, la loi a pérennisé le régime social de l'indemnité d'activité partielle. Donc, elle précise bien que c'est un revenu de remplacement qui n'est pas soumis à cotisation sociale, mais seulement à la CSG-CRDS au titre des revenus de remplacement. Et donc, je vous ai mis les taux, 6,2% et 0,5%. Après abattement pour frais professionnels de 1,75. Au changement, il pouvait être pris en compte l'année dernière des taux réduits pour le calcul de la CSG-CRDS par rapport à la situation fiscale des salariés. Cette mesure a été supprimée par la loi de financement de sécurité sociale. Précision, l'indemnité complémentaire qui peut être versée par l'employeur, donc pour arriver à un salaire à 100%, continue à bénéficier d'un régime social de faveur dans la limite de 3,15 fois le SMIC, donc elle n'est pas soumise à cotisation et seulement à CSG et CRDS, pareil que l'indemnité légale d'activité partielle. Et pareil, la loi a également précisé que le principe a acté le principe de validation des trimestres de retraite de base au titre des périodes d'activité partielle.
Et à partir du coup de 2021, donc les trimestres sont validés pour les salariés qui sont en activité partielle. Pardon. Alors, on sort du coup là du champ des aides qui sont à destination des salariés. C'est une petite précision. Les cotisations et contributions des travailleurs indépendants désormais seront prélevées selon un ordre qui sera fixé par décret et date d'entrée en vigueur, c'est au 1er janvier 2021, mais le décret n'est pas encore paru, donc cette mesure est décalée, ça s'est reporté dans le temps. Alors, aussi encore une nouveauté et qui peut avoir un impact, il y a un nouvel article qui est intégré dans le Code du travail et pour effectivement avoir de la souplesse dans l'avenir, s'il y a une situation d'urgence exceptionnelle comme celle que nous connaissons, il n'y aura pas besoin, l'exécutif n'aura plus besoin de passer par la mise en place d'un état d'urgence sanitaire pour pouvoir légiférer sur les maintiens de salaire en cas du coup de pandémie par exemple. Donc un simple décret pourra déroger aux règles de droit commun pour que les salariés puissent bénéficier d'un complément de salaire dès le premier jour d'absence. Dès le premier jour d'absence. Voilà. Alors, on sort des aides liées au Covid et donc mesure qui s'inscrit dans ce mouvement égalité hommes-femmes et voilà. Et donc, je pense que cette mesure va, je pense, faire peut-être un peu grincer des dents puisque pour la gérer en entreprise, ça va être, on va voir, il y a un décret qui va sortir qui va fixer les modalités, mais ça risque d'être peut-être un casse-tête à mettre en œuvre cette mesure. En tout cas, le principe, c'est que le congé paternité passe de 11 à 25 jours calendaires et en cas de naissance multiple, il passe de 18 à 32 jours calendaires. Précision de la loi. 7 jours obligatoires doivent être pris à compter au choix du salarié le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, donc immédiatement, alors que jusqu'à présent, on pouvait décaler la prise de ce congé, mais en tous les cas, dorénavant, 7 jours doivent être obligatoirement pris immédiatement à la suite de la naissance. Dans ces 7 jours, vous avez 4 jours de congé paternité et 3 jours de congé de naissance. Et donc, il y a une interdiction d'emploi posée pour l'employeur. Il n'y a pas de sanction. La loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette interdiction d'emploi. Mais voilà, le principe est posé. Le solde congé de paternité peut être pris, comme je l'ai dit au début, peut être pris plus tard de façon fractionnée, mais un décret viendra fixer les modalités de cette prise de congé de façon fractionnée. Pris en charge par la sécurité sociale? Oui, alors voilà, j'y viens. Effectivement, l'indemnisation reste inchangée. Donc, effectivement, le congé paternité ouvre au versement de l'indemnité journalière de sécurité sociale et une indemnisation complémentaire si la convention collective le prévoit. Et la mesure prend effet pour toutes les naissances qui vont intervenir à compter du 1er juillet 2021 ou naissances intervenues avant cette date, mais dont le terme était normalement fixé après le 1er juillet 2021. Alors, autre info par rapport au congé. Congé de naissance de 3 jours a été étendu pas seulement au père de l'enfant, mais également le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la mère. Pareil, cette mesure est applicable au 1er janvier 2021. Le congé, il y a aussi une mesure par rapport au congé d'adoption. Le congé d'adoption est également allongé de 10 à 16 semaines. Et pareil, la mesure est applicable au 1er juillet 2021.
En cas de partage du congé d'adoption entre les deux parents, les parents adoptants ne bénéficient pas du congé de paternité, mais d'une prolongation du congé d'adoption. Donc les deux, finalement, la loi statue sur l'articulation entre les deux congés. En précision de la loi, on précise dorénavant que les congés pour événements familiaux, donc décès, mariage, etc., le décompte s'entend en jours ouvrables. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait un flou par rapport au décompte. On ne savait pas trop si c'était en ouvré, en calendaire, etc. Et maintenant, ça a été précisé, c'est bien en jours ouvrables. Effectivement, donc ça c'est par rapport au congé, donc qui va intéresser les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles bénéficieront également d'un allongement de 11 à 25 jours du congé de paternité. Et donc les modalités de cet allongement sera fixées par un décret qui va intervenir. Alors, je vous ai mis en synthèse également d'autres mesures qui ont été actées par la loi, l'augmentation du SMIC qui passe de 10,15 à 10,25 le taux horaire. Autre peut-être mesure qui peut intéresser, c'est que dorénavant, pour être en matière de complémentaire santé, donc les mutuelles, pour être reconnues comme contrat responsable, vous savez qu'il faut, pour bénéficier des exonérations sur la cotisation à ces complémentaires santé, il faut que l'entreprise puisse justifier d'un contrat responsable. Et dorénavant, les contrats d'assurance ne pourra s'entendre comme étant responsable que s'il prévoit le tiers payant pour les dépenses 100% santé. Donc, c'est-à-dire, c'est une mesure qui est intervenue très récemment, l'année dernière ou il y a 2 ans. Effectivement, il y a eu un panier de soins minimal en matière dentaire, optique, voilà, donc il y a des dépenses minimales qui ont été fixées par la loi. Et dorénavant, pour être contrat responsable, il faut prévoir le tiers payant. Donc, il faut mettre à jour obligatoirement ces contrats avec son assurance pour pouvoir continuer à bénéficier des exonérations. Voilà. Autres mesures qui sont détachées de la loi de financement de sécurité sociale, mais qui me paraissaient importantes d'aborder, c'est la monétisation, de la possibilité de monétiser les jours de repos. Cette mesure a été reportée jusqu'au 30 juin 2021, donc c'est toujours... Finalement, c'est une mesure toujours liée à la crise sanitaire. C'est une mesure pour permettre d'apurer le solde de congés payés que les salariés acquièrent pendant leur mise en activité partielle. Donc, l'employeur a la possibilité de payer jusqu'à 5 jours de congés payés. Juste à préciser que cette mesure peut être mise en place par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Donc là-dessus, je ferai une communication et si vous êtes intéressé par ce dispositif, je vous inviterai à revenir vers moi pour prendre renseignement et éventuellement le mettre en place. Autre mesure, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, très important pour les entreprises d'au moins 50 salariés, puisqu'il y a une sanction de 3 000 € par salarié à temps plein, donc ce n'est pas négligeable. Normalement, l'entretien professionnel, tout le monde devait être à jour de ses entretiens professionnels au 31 décembre 2020. La loi, du coup, a prolongé ce délai au 30 juin 2021. Pareil, je vous inviterai à revenir vers moi, jusqu'au 30 juin 2021, ça nous laisse une marge, mais bon, comme vous le savez, le temps passe vite et il vaut mieux être dans les clous le plus rapidement possible pour éviter de se faire dépasser par les événements. L'activité partielle.
l'activité partielle, donc également très, très important. On maintient les taux sont actuels, donc actuels sont de droit commun sont maintenus jusqu'au 1er février 2021, mais très certainement, il y aura un décret ou une ordonnance qui va reprolonger ces taux, on va dire, de faveur, compte tenu de la situation actuelle sanitaire. Donc là, moi, je vais aborder des mesures sociales pour faire la transition avec mes collègues pour la suite. C'est des mesures sociales qui sont intégrées dans la loi de finances. Donc, c'est une mesure qui intéresse particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Vous savez que depuis l'année dernière, il y a une obligation d'établir un index égalité homme-femme, de le calculer et de le publier. Et donc, si cette mesure n'est pas appliquée, la loi précise que vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide du plan de relance, en plus des sanctions prévues par la loi dont l'amende est fixée, la pénalité à 1% de la masse salariale. Et autre mesure prévue par la loi de finances, c'est l'obligation d'informer et de consulter le CSE, ses instances, par rapport à toutes les aides dont l'entreprise a pu bénéficier, et on le fait dans le cadre de l'information-consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et donc, cette consultation doit faire l'objet d'un avis distinct. Aucune sanction, je vous ai mis, aucune sanction spécifique n'est prévue, mis à part le délai d'entrave qui n'est pas un délit, qui est un délit et qui n'est pas, la sanction n'est pas négligeable. Voilà, je laisse maintenant la parole à ma collègue Dominique Chiquin pour la loi de finances pour 2021. Merci Hassana pour cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers elle pour des compléments d'information sur toutes les mesures qu'elle vous a présentées. C'est peut-être un peu indigeste, mais elle est là pour vous aider et vous aiguiller dans vos choix sur ces sujets. Y a-t-il d'ailleurs des questions sur les sujets en particulier que Hassana a présentés? Pour le moment, il n'y en a pas, donc n'hésitez pas à en envoyer via le chat. Donc, il n'y en a pas, n'hésitez pas à les envoyer via le chat, sinon vous retrouverez également ces coordonnées à la fin du PowerPoint. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Dominique Schlicklin, je fais partie du service juridique droit des sociétés et je vais vous présenter donc les nouvelles mesures instaurées par la loi de finances pour l'année 2021. Au cours de ma présentation que je vais faire avec Monsieur Tondé, n'hésitez pas à nous poser toutes sortes de questions, donc également via le chat. Et sinon, nous vous répondrons donc à la fin de notre présentation. Donc, on va commencer par les premières mesures qui nous semblaient intéressantes et qui concernent les réductions d'impôts. La première étant la mesure d'exonération temporaire de droits de donation en ce qui concerne les dons familiaux. Donc, cette mesure permet pour tout don en numéraire dans une limite de 100 000 € de bénéficier d'une exonération des droits de donation. Alors, cette mesure ne s'applique que pour les dons qui sont effectués à la descendance directe ou, si jamais vous n'en avez pas, à un neveu ou une nièce. Les dons doivent être effectués jusqu'au 30 juin 2021 et pour des dons postérieurs au 15 juillet 2020. Attention, cette exonération n'est possible que si les sommes reçues par les donataires sont réaffectées dans les 3 mois de la donation, soit à la construction de la résidence principale, soit à des travaux énergétiques, soit à la création et développement d'une petite entreprise. Il y a bien évidemment des conditions pour cette réaffectation. Donc, en ce qui concerne la construction de la résidence principale, il ne s'agit pas de l'acquisition. Attention, et notamment, ça ne concerne pas non plus si jamais vous voulez acquérir votre résidence principale en VFA ou en VIR. Le deuxième, c'est donc l'affectation des dons à des travaux énergétiques. Ces travaux énergétiques doivent être éligibles à la prime de transition énergétique pour pouvoir bénéficier de l'exonération de ce don. Et enfin,
pour les dons qui sont affectés à la création ou au développement d'une petite entreprise. Donc, il y a plusieurs conditions. Premièrement, tenant compte de la définition de la petite entreprise selon la convention, selon la Commission européenne. Donc, exercice, activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, depuis moins de 5 ans. Donc, il faut que l'entreprise ne soit pas constituée ou créée depuis plus de 5 ans. Il y a des conditions en ce qui concerne le total de bilan ou le chiffre d'affaires, le siège et autres points d'attention. Il faut que cette entreprise n'ait pas distribué de bénéfices. Donc, moins de 5 ans d'exercice et pas de distribution de bénéfices. Ces souscriptions peuvent être soit à l'origine, donc à la création d'une entreprise, soit lors d'une augmentation de capital. Et il faut absolument que le bénéficiaire de la donation exerce son activité professionnelle principale dans cette entreprise ou qu'il ait une fonction de direction dans la même entreprise pour une durée minimale de 3 ans à compter de la donation. Pour ces donations, donc, le bénéficiaire peut recevoir plusieurs dons de 100 000 € maximum, mais attention, le donataire ne peut bénéficier de l'abattement que dans une limite de 100 000 €, peu importe le nombre de donataires. Donc, si vous avez plusieurs enfants, il faut bien penser que ces 100 000 € doivent être répartis à part égale entre vos enfants ou petits-enfants. Le cumul est toutefois possible avec les autres abattements de droit commun. Donc, vous voyez la liste sur le slide. Et le cumul est également possible avec les dons manuels. D'ailleurs, nous vous proposons pour un thème de prochain webinaire un point d'attention sur les dons manuels. N'hésitez pas à revenir vers nous si ça peut vous intéresser. Point d'attention qui n'est pas indiqué sur le slide, mais malgré tout, pour faire la transition avec la slide suivante, je voulais vous le dire, ce n'est pas cumulable. Alors, cette exonération de droits de donation n'est pas cumulable avec la réduction d'IR pour souscription au capital de PME. Qu'est-ce que c'est? On va y venir donc dans le slide suivant, qui est la nouvelle mesure. Alors, la mesure existe déjà depuis plusieurs années. Donc, vous avez le droit à une réduction d'impôt sur le revenu si vous souscrivez au capital d'une PME. Cette réduction était de 18% du montant de la souscription. Elle est augmentée à 25%. Alors, elle était déjà pour les souscriptions effectuées en 2020. La mesure est prolongée pour toute souscription effectuée jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, c'est sous réserve, bien évidemment, de la validation de la Commission européenne sur ce sujet, mais cela devrait bien évidemment passer. Alors, point de rappel sur les conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, vous voyez les conditions, je ne vais pas toutes les citer. Ce qu'il faut être attentif, la PME ne doit pas être créée depuis moins de 7 ans. Doit être créée depuis moins de 7 ans, elle ne doit pas avoir plus de 7 ans d'existence. Il y a, sur la slide suivante, vous verrez une condition sur l'emploi de 2 salariés à la fin de la clôture de l'exercice suivant l'année de souscription. Ces employés peuvent être réduits à un seul si vous exercez une activité artisanale. Et enfin, il y a une condition sur la conservation de ces titres qui doit être d'au moins 5 ans à compter de l'année de souscription. Donc ça, c'est bien important de le préciser. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Il n'y a pas de questions, mais bon. Tu fais bien de faire une petite pause parce qu'il y a une question sur le précédent volet. Oui, pour donc Asana. C'est monsieur Alain Lechner qui nous dit concernant l'index, pas forcément, oui, bien, voilà, caméra sur Asana. Voilà. Une production d'une des plus grandes émissions de la télévision française. Alain Lechner qui nous demande comment, concernant l'index égalité homme-femme, avez-vous indiqué que le score n'est pas bon, l'entreprise n'aura pas le droit à l'aide plan relance point d'interrogation. De quoi s'agit-il? Alors, il y a comment dire,
Il faut bien préciser, l'index égalité homme-femme doit être calculé. Alors, je ne sais pas, Monsieur Lechner, si vous connaissez le fonctionnement et les modalités de ce calcul, du calcul et le principe de cet index égalité homme-femme. Donc, c'est dans le but de corriger les écarts de rémunération, de positionnement entre des inégalités en entreprise, entre les hommes et les femmes. Et donc, cet index est calculé selon différents indicateurs et la loi, effectivement, indiquait que si on est en dessous d'un score de 75%, l'entreprise doit mettre en place des mesures correctrices pour atteindre finalement ces 75%. Donc ça, c'est une première chose, sous peine de sanction. Maintenant, si l'entreprise, donc ça existait déjà. Maintenant, la sanction par rapport au plan de relance, c'est effectivement si en plus de cette sanction qui était déjà prévue, qui est égale à 1% de la masse salariale, si l'entreprise ne fait rien, eh ben, elle sera privée également de l'aide qui est prévue par le plan de relance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes propos. Bah, si ce n'est pas le cas, je pense que monsieur reviendra soit par le chat, soit par question, par mail auprès de toi, Hassana. On enchaîne? Très bien, donc on vient sur la troisième mesure qui concerne les crédits d'impôt. Le premier crédit d'impôt qui est intéressant, ça concerne les bailleurs professionnels. Donc bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, attention, domiciliées en France. Et il y a une condition, il ne faut pas que ces bailleurs soient en difficulté au 31 décembre 2019. Le crédit d'impôt concerne donc les loyers hors taxes échus pour le mois de novembre 2020. Hors accessoires, je précise, loyer hors accessoires, donc hors charge. Attention, cette mesure ne prévoit que les loyers 2020. Il n'est pas prévu pour le moment pour les loyers postérieurs. Donc, c'était que pour les loyers au moment de la période de confinement. Cet abandon doit être consenti au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, vous avez la possibilité d'y réfléchir et concerne deux types de locaux. Le premier, ce sont les locaux de sociétés ou entreprises qui avaient une interdiction d'accueil du public. Même si celles-ci ont continué à fonctionner en click and collect, elles peuvent être éligibles à ce dispositif. Le deuxième, donc, ce sont les locaux qui concernent le secteur d'activité le plus touché par la période Covid. Donc, c'est HCR, hôtellerie, café, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture. Le plafond des abandons est de 800 000 € de loyer par locataire, donc vous avez de quoi voir venir. Et par contre, il y a des conditions en ce qui concerne le locataire, notamment des conditions d'effectifs que vous voyez et des conditions concernant ses difficultés, donc soit mesurées au 31 décembre 2019, avant la crise du Covid, soit au 1er mars, donc au tout début de la crise Covid, elle ne devait pas être en liquidation judiciaire. Autre point d'attention, normalement ce dispositif ne peut pas concerner les bailleurs qui ont des liens familiaux ou de dépendance avec le locataire. Toutefois, si le bailleur peut justifier auprès de l'administration fiscale que son locataire avait véritablement des difficultés de trésorerie, il peut malgré tout en bénéficier. Alors, le crédit d'impôt, il s'élève à 50% des loyers abandonnés, mais attention, si l'effectif salarié du locataire est supérieur à 250 personnes, l'assiette du crédit d'impôt n'est plus que de 2/3 du loyer abandonné. Donc, exemple, si votre loyer du mois de novembre était de 1 200 € hors taxe et que votre locataire a plus de 250 salariés, la base du crédit d'impôt ne sera plus que sur 800 € et donc au final votre crédit d'impôt sera de 400 €. Vous voyez également sur quel impôt votre crédit peut s'imputer. Maintenant, le deuxième crédit d'impôt concerne la rénovation énergétique et je laisse la place à Monsieur Tandé pour vous en parler.
que M. Tondé arrive. Voilà, bas les masques. Bas les masques. Voilà, là, on respecte les gestes barrières, on retire juste le masque pour parler, autrement on remet notre masque. Bien, alors, on va continuer sur les crédits d'impôt, en effet. Et là, on a un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. Alors, bon, vous le savez, hein, là, tout ce qui est énergie, transition énergétique, ça fait un certain temps qu'on en parle. Donc, cette année, on a ce crédit d'impôt qui est précisé. Alors, d'abord, pour les PME au sens de l'Union européenne, imposé au réel, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, hein, ce critère de PME au sens de l'Union européenne. Donc, je rappelle, c'est moins de 250 salariés. Et après, c'est le choix moins de 40 millions de total bilan, 43 millions de total bilan et 50 millions de chiffre d'affaires. Alors, l'avantage, là, c'est que ce sont tous les bâtiments, finalement, qui sont concernés, bien évidemment, des bâtiments à usage tertiaire, mais pour partie ou seulement, achevés plus de 2 ans, et que l'entreprise soit propriétaire ou locataire. Donc, en fait, on couvre quand même un large panel de bâtiments. Alors, par contre, où c'est un peu plus restrictif, c'est la liste des travaux qui peuvent être éligibles à ce crédit d'impôt rénovation énergétique. Et là, on voit, vous voyez sur le slide, que ce sont quand même des systèmes très précis. Je ne vais pas les lire tous, mais bon, voilà. Donc, il faut évidemment que le bâtiment corresponde à la possibilité de faire ce type de travaux. Et puis, le montant, eh bien, c'est 30% du prix hors taxe, et c'est le crédit d'impôt qui est limité à 25 000 euros. Donc 30%, 25 000, ça veut dire que c'est à peu près des travaux de 80 000 euros, 83 000 euros maximum. Maximum, en tout cas, il y aura un plafond pour le crédit d'impôt. Il faut que les dépenses soient réalisées avant le 31 décembre de cette année. Donc là, il faut quand même s'y prendre assez vite. Et enfin, je rappelle quand même que c'est une aide. Donc finalement, ça doit respecter la règle des minimi. La règle des minimi, je pense qu'on a rappelé, je ne crois pas ce matin, c'est un montant de 200 000 euros maximum d'aide sur une période lissée de 3 ans. Sinon, autrement, l'Europe considère qu'il y a de la discrimination, il y a des avantages pour les entreprises. Donc voilà, c'est pour respecter à peu près ce côté concurrentiel entre les entreprises. Alors, autre sujet. Sana vous a parlé beaucoup tout à l'heure et j'espère que vous vous y retrouvez. Moi, par moment, je ne m'y retrouve plus. Ce sont toutes les aides liées au Covid et le principe a été retenu qu'il y ait une exonération fiscale et sociale de ces aides, donc présentée comme neutralité fiscale et sociale. Donc, que l'entreprise soit soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société, et donc quelle que soit la forme juridique. Alors, petite précision tout de même, ces aides ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des limites dans les régimes micro. Alors, vous savez, on peut choisir micro ou réel en fonction de seuil, en fonction si on est dans le chiffre de l'achat-vente ou du service. On rentre dans la comptabilité l'aide qui a été perçue, ça revient dans des comptes de produits, mais ce montant n'est pas retenu pour déterminer si finalement on a franchi le seuil, donc que ce soit pour l'appréciation du régime ou bien sur aussi un certain nombre quand même de régimes d'exonération de plus-value, on vous met des seuils, donc ces aides ne rentrent pas dans la détermination de ces seuils. Alors on va voir maintenant un certain nombre de mesures fiscales. Alors il y a une mesure fiscale qui peut être intéressante. Alors, la réévaluation libre des actifs, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé quasiment, mais en fait, on ne l'utilise pas, il n'y a pas recours, tout simplement parce que c'est imposable. Alors, c'est quoi la réévaluation libre des actifs? J'ai un immeuble qui est ancien, sur les Champs-Élysées, on prend souvent cet exemple-là, parce qu'évidemment, entre il y a 50 ans, le prix de bureau sur les champs avec le prix d'aujourd'hui, ce n'est pas comparable. Et donc, l'image qu'on donne d'un bilan n'est pas obligatoirement, pourtant on doit être dans l'image réelle, mais ce n'est pas vraiment le cas puisqu'on garde nos valeurs historiques à l'actif du bilan. Et si on réévalue, si on dit au lieu d'1 million, il vaut 10 millions, eh bien les 9 millions d'écart, la réévaluation est soumise à l'impôt. Donc on a le droit de réévaluer, mais c'est soumis à l'impôt. Alors qu'est-ce qu'apporte cette année la loi de finances? Eh bien la possibilité de réévaluer, alors de tout réévaluer dans ces cas-là. Ce n'est pas un choix de dire je prends ce bien-là, je ne prends pas celui-là. Je prends tous mes actifs corporels,
pas l'incorporel, mais le corporel, je réévalue et ma réévaluation n'est pas imposable l'année même, l'année où je le fais. Mais par contre, on va chaque année, pendant 15 ans si c'est l'immobilisation ou 5 ans si ce sont des agencements, eh bien, on va réintégrer ce montant, cet écart de réévaluation. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir amortir de l'autre côté la nouvelle valeur qu'on a mise à l'actif. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle quand même de neutralisation, puisqu'on va remonter les capitaux propres grâce à cette réévaluation, on donne une image plus fidèle de l'entreprise, et chaque année, on aura en produit la réintégration de cet écart de réévaluation et en charge ma dotation aux amortissements complémentaires. Donc finalement, c'est un outil pour permettre aux entreprises de présenter des dossiers, notamment de financement, en montrant qu'il y a une capacité, en fait, il y a un actif, il y a une capacité ensuite à rembourser son emprunt, ou en tout cas, l'emprunt peut prendre, la banque peut prendre des garanties sur cet actif. Donc ça, je pense qu'il y a quand même à vraiment regarder en fonction, évidemment, si les immeubles sont à l'actif du bilan, parce qu'évidemment, si c'est dans une SCI à côté, ça ne va pas, évidemment, changer la tête du bilan. Mais revenez vers nous pour en discuter. Je pense que ça, c'est un sujet qui peut être significatif dans certains cas. Alors, je vais repasser la parole, et on va faire un Joe là, avec Dominique, parce que l'opération de leaseback, c'est de l'anglais, je ne comprends rien, donc je passe la parole à Dominique. Dominique qui va prendre place. Merci, Monsieur Tandé. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'a présenté Monsieur Tandé? Pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Voilà. S'il y a besoin de précision, soit par chat, soit par mail. Voilà. Dominique, on te remet à l'écran. Dominique, tu as pris place. Et Dominique va pouvoir enchaîner. Donc, je vais enchaîner. Pour toute question, n'hésitez pas également à revenir auprès de Monsieur Tandé. Donc, les opérations de leaseback, alors en français, opération de cession-bail. On va franciser un peu la chose. Alors, c'était une mesure qui avait été introduite pour la première crise de 2008 et qui est réintroduite alors en 2020-2021 pour cette nouvelle crise. À quoi ça consiste? Donc, c'est pour toute entreprise qui a un bien immobilier à son actif, ça lui permet de céder ce bien immobilier à une société de crédit-bail qui le lui relouera. Quel est l'objectif de cette mesure? Donc, on a mis à l'écran échanger une charge d'amortissement contre une charge de loyer. Concrètement, ça permet d'apporter des liquidités rapidement. Ça permet aussi de rééquilibrer le bilan, de limiter l'endettement, bien évidemment, ou d'apporter des besoins de financement. Et également, cette mesure permet donc aux entreprises de conserver, bien évidemment, la jouissance du bien immobilier. Attention, il y a bien évidemment des conditions à respecter, notamment en ce qui concerne les personnes. Donc là, c'est toute personne relevant de l'IS ou de l'IR, mais ces immeubles ne peuvent concerner que des sociétés, des immeubles qui sont affectés à l'activité professionnelle de l'entreprise. Donc, ce ne sont pas pour des sociétés foncières, ce n'est pas du patrimonial. L'objectif, c'est pour les entreprises de permettre à ces entreprises de se refinancer par l'opération de cession-bail. Les opérations doivent être réalisées dans une période donnée, donc janvier 2021, juin 2023, avec une condition supplémentaire qui tient à l'accord de financement qui doivent être acceptés donc, par le crédit preneur, c'est-à-dire par l'entreprise qui va bénéficier du contrat de crédit-bail, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2022. Donc, vous avez le temps de voir venir. Si vous avez des questions sur cette opération particulière et que vous voulez la mettre en place, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra étudier si ça peut être intéressant pour vous. Alors,
L'objectif de cette mesure, c'est de permettre d'étaler la plus-value qui ne sera pas imposée au titre de l'année à laquelle vous faites la cession, mais sur l'intégralité, sur la durée du contrat de crédit-bail, avec une limite de 15 ans. Et donc, la plus-value sera divisée à part égale sur le montant, sur la durée du contrat de crédit-bail. L'étalement de cette plus-value cessera s'il y a une acquisition de l'immeuble, donc que vous réalisez l'opération de leaseback, si vous résiliez le contrat de crédit-bail ou si l'entreprise cesse son activité. Voilà, j'espère. Alors, en tout cas, pour moi, j'ai fini la présentation des mesures juridiques. Je laisse définitivement la parole à M. Tandé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question à ces sujets. Si vous n'avez pas l'occasion au moment du chat, revenez vers nous par mail ou par téléphone. Nous sommes à votre disposition. Merci, M. Tandé. Et voilà, les chaises musicales. Ah là là, on a fait du sport ce matin. Du taux de l'impôt sur les sociétés. Oui, quelques petites mesures, informations. Alors, ça fait longtemps, donc on a un taux réduit pour les PME avec ce taux de 15%. Simplement, il y a un changement, c'est que c'est des entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 7 630 000 et on passe à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, toute PME inférieure à 10 millions de chiffre d'affaires pourra bénéficier de ce taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 €. Et au-delà, eh bien, au-delà, le taux change. Vous savez, ça fait quelques années, le président Macron avait lancé un plan de réduction du taux d'impôt société. On était parti de 33, 31, 28. Ça avait un peu été gelé parce que compte tenu des circonstances, il y a eu quelques petits problèmes en France, ce qui fait qu'il fallait assurer quand même certaines ressources fiscales. Et donc là, maintenant, on a repris la marche en avant. Donc, on va passer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 au taux de 26,5, de 28 à 26,5, et on fera l'année d'après, et ça sera la fin, l'atterrissage total, le taux de 25%. Donc, 2021, pour les entreprises de moins de 10 millions de chiffre d'affaires, 15% jusqu'à 38 120 € et 26,5 au-delà. Alors, autre mesure, vous savez, il y a eu le débat sur les impôts de production. Les syndicats d'employeurs, MEDEF, CPME, revendiquaient cette baisse d'impôts de production, c'est-à-dire qui ne sont pas liés aux résultats, mais qui sont finalement imposés aux entreprises, quel que soit leur niveau justement de marge. Et donc, ça peut peser très fortement. Eh bien, le principe a été de réduire de moitié cette CVAE, cette contribution sur la valeur ajoutée, et cette contribution qui est liée à la valeur ajoutée, non pas au résultat. Et donc, en réduisant le taux de moitié, en passant de 1 à 0,75. Et en même temps, parce que c'est un ensemble, cette contribution, il y avait un plafonnement, c'est-à-dire que, évidemment, cette contribution ne peut pas être supérieure à 3% de la valeur ajoutée. Et donc, le plafonnement est passé à 2%. Là, ils n'ont pas réduit de moitié, ils n'ont fait que de 3 à 2. Et de même, pour la CFE, taxe foncière, ils ont réduit les taux pour la valeur locative des établissements industriels, en passant, vous voyez, de 8 à 4 ou de 12 à 6 en fonction. Donc, en fait, il faut retenir qu'on réduit de moitié cette CVAE. Un mot, c'est sur les OGA, ça viendra bientôt. Vous savez, il y avait pour ceux qui sont indépendants, alors soit BIC, soit BNC, l'idée d'adhérer à un organisme de gestion agréé parce qu'autrement, il y avait une majoration de la base imposable. On multipliait par 1,25 le résultat si vous n'étiez pas adhérent d'un centre de gestion. Tout ça sur le principe que, bien français, que si vous n'êtes pas contrôlé, vous êtes fraudeur. Voilà. Et donc, enfin, on rentre dans une logique peut-être un peu différente, c'est de se dire, a priori, le contribuable n'est peut-être pas un fraudeur, il est peut-être honnête. Voilà. Et donc, on va revenir à quelque chose de normal, à savoir que vous êtes imposé sur votre résultat, et puis il peut y avoir des contrôles fiscaux, évidemment, qui pourront démontrer qu'il y a finalement eu peut-être un petit problème fiscal ou d'interprétation de texte, mais en tout cas, ce ne sera pas considéré comme a priori, ce ne sera pas considéré comme fraudeur. Et donc,
on va supprimer cette majoration sur 3 années. Hein, et donc, à partir de 2023, il n'y aura plus de majoration. Donc, évidemment, on pourra se poser la question s'il faudra adhérer à ce moment-là encore à un OGA. Mais on a encore 2-3 ans devant nous. Et puis, pour finir cette présentation, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je me suis beaucoup investi sur cette facturation électronique depuis 2-3 ans auprès du gouvernement. Le principe est acté. Il va y avoir la généralisation de la facture électronique à horizon 2025. Dès 2023, toute entreprise devra pouvoir accepter de recevoir une facture électronique et l'émission de facture électronique, en fonction de la taille d'entreprise, sera progressif entre 2023 et 2025. Ce sont quand même des échéances court terme. Il y a un triple intérêt de passer à la facture électronique. Évidemment, pour l'État, c'était facile à convaincre, c'est la diminution de la fraude à la TVA, enjeu essentiel qui est entre 10 et 20 milliards d'euros quand même pour l'État, donc ce n'est pas négligeable. Pour nous, les experts comptables, eh bien, on est satisfait parce que à partir du moment où on est sur de la facturation électronique, on a une comptabilisation plus aisée, sans erreur, on intègre les données. Et puis pour vous les entreprises, eh bien c'est un coût moindre parce que le coût de traitement d'une facture électronique est bien moindre qu'un coût de traitement d'une facture manuelle. Et puis surtout, vous allez pouvoir avoir en temps réel les données d'activité, parce que comme tout sera en numérique, avec bien sûr l'assistance de votre expert comptable qui sera là aussi pour vous aider pour la mise en place ou pour le traitement des données, eh bien c'est une information en temps réel et la comptabilité va devenir un outil de gestion. Souvent, c'était un peu dans le passé. Eh bien, demain, on sera au temps présent, on sera en instantané. Le traitement de la donnée, ce sont les enjeux des prochaines années. Et donc, il va falloir s'y préparer assez rapidement parce que, voilà, on peut se dire 2023, il y a encore le temps. On est déjà en 2021. Donc, dans 1 an et demi, il faut pouvoir accepter toute facture électronique. Voilà ce que nous souhaitions tous les trois vous présenter ce matin, en espérant que vous avez été évidemment intéressés, et comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, de ne pas hésiter à revenir vers nous ou vers vos conseils habituels de Cogest. Nous sommes à votre disposition. Je voulais remercier bien évidemment Hassana et Dominique qui sont à mes côtés pour l'animation de ce webinaire. Et puis, je voulais aussi remercier Maxime Ducap qui est l'opérateur là en chef sur le plan technique, et je voulais le remercier aussi parce que vous avez pu remarquer depuis cette crise Covid, depuis le mois de mars, toute la communication qui vous est adressée régulièrement chaque semaine. Vous avez les flash infos, les textes qui sortent, et on peut dire qu'il y en a eu beaucoup. Eh bien, c'est Maxime qui est sur la veille permanente et qui finalement vous envoie toutes ces communications. Donc voilà, maintenant vous avez un visage sur ce nom. Donc merci à tous, et puis donc n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. À nouveau, très bonne année 2021. Et y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc je termine sur je vous souhaite et nous vous souhaitons une très belle année 2021. Au revoir.